Rebonjour à tous, voici la deuxième partie de la vidéo du cours numéro 4 dans laquelle nous allons aborder plus particulièrement les méthodes de protection des métaux. Gardez le test sur Moodle ouvert puisqu'il y aura encore des questions auxquelles vous pourrez répondre lors de cette vidéo. Nous allons aborder la protection du fer contre la corrosion, sachant que le fer est un des métaux indispensables à l'activité humaine. Première remarque, il existe des alliages de fer et de carbone qu'on appelle l'acier qui peuvent être inoxydables. Inoxydable signifie qu'il ne peut pas être oxydé, donc non soumis à la corrosion. On va voir que c'est plutôt une corrosion qui va être extrêmement lente, tellement lente qu'elle est considérée comme nulle. Une façon de former des aciers inoxydables, c'est d'introduire dans l'alliage fer-carbone un élément tel que le nickel ou que le chrome. Vous avez ici l'exemple d'un revêtement métallique dans lequel l'acier a été utilisé, un acier au nickel qui effectivement est extrêmement durable en termes de corrosion. Lorsqu'on trace les courbes densité de courant en fonction du potentiel, on s'aperçoit que les valeurs des densités de courant, même si il existe une zone dans laquelle on constate une oxydation, cette zone est relativement limitée avec une valeur de Jmax, de densité de courant, qui est extrêmement faible, de l'ordre de quelques microampères par centimètre carré, avec l'existence aussi d'un palier de passivation dans lequel le J est extrêmement faible, encore plus faible que le J maximum. Évidemment, on retrouve dans ces courbes l'oxydation de l'eau, puisqu'on a ici la limite d'électroactivité de l'eau. Dans le cas d'un alliage au chrome, regardons finement ce qui se passe au niveau de l'alliage pour que celui-ci soit protégé. Il y a formation en surface de la pièce métallique d'une couche passivante qui est un alliage d'oxyde de fer et d'oxyde de chrome qui subsiste de façon durable, et si la proportion de chrome est supérieure à 10,5% pour des valeurs inférieures à 2% en carbone, on va parler d'acier inoxydable, vulgairement appelé inox. Comment peut-on interpréter ce comportement? Lorsque on regarde l'acier qui contient un certain nombre d'atomes de chrome qui sont ici en bleu, et lorsque cet acier est soumis, dès qu'il est mis en œuvre dans les aciéries, lorsqu'il est soumis à du dioxygène, il se passe une migration à l'intérieur de l'acier qui vient d'être façonné, une migration des atomes de chrome, particulièrement en surface, pour former une concentration de chrome beaucoup plus importante en surface, qui se traduit immédiatement par une oxydation de ce chrome en un oxyde de chrome 3, qui est particulièrement étanche, on va dire, ensuite pour protéger le reste de la pièce métallique de l'oxydation du dioxygène. Autre méthode de protection du fer contre la corrosion, il s'agit tout simplement de mettre un revêtement qui protège le fer des attaques extérieures. Par exemple, les peintures anti-rouille à base de minium, par exemple des peintures de type plastique, etc. Une autre façon de faire un revêtement est une protection chimique. Je peux prendre comme exemple la phosphatation, qui consiste à oxyder le fer en milieu acide phosphorique et à former ainsi une couche de phosphate de fer, FePO4, qui est ensuite imperméable à l'attaque du dioxygène. Couche qui donne un aspect mat aux pièces métalliques et qui favorise notamment l'accroche des peintures. Autre protection métallique de surface qu'on peut réaliser, tout simplement déposer un métal sur le fer, par exemple le chrome peut être déposé par électrolyse sur du fer par réduction, et ce chrome, on l'a vu, a la propriété de s'oxyder en formant une couche passivante. Donc en surface de la pièce de fer, on aura une couche de chrome qui est lui-même oxydé, et on peut considérer que la couche protectrice est finalement de l'oxyde de chrome. Le seul inconvénient, c'est lorsque la pièce de fer est rayée, par exemple, on va avoir un phénomène de piqûre, c'est-à-dire que le fer, à ce moment-là, est directement en contact avec l'air humide. Et donc, cette fois-ci, on peut constater que la corrosion va avoir lieu là où le fer a été mis à nu. Question numéro 3 à laquelle vous pouvez répondre sur le test. Voici schématisé le fer et le chrome passivé par l'oxyde de chrome en surface, avec une zone dans laquelle le fer
est directement en contact avec l'air, puisqu'il y a eu rayure. À vous de m'écrire les réactions qui peuvent avoir lieu en zone cathodique, c'est-à-dire à la surface ici de l'oxyde de chrome, et puis en zone anodique à la surface du fer. Autre protection métallique de surface, ici vous avez des bains d'électrolyse dans lesquels on a des pièces de fer qui vont être recouvertes par du zinc par électrolyse en réduisant les ions Zn2+, qui sont présents dans les solutions aqueuses ici dans ces bains. On peut aussi carrément immerger des pièces métalliques, y compris de grande dimension, directement dans des bains de zinc fondu. Et le dépôt va se faire par solidification de ce zinc sur la surface du métal à protéger. Ici, l'avantage, contrairement au chrome, c'est que si la couche de zinc est rayée, eh bien, même si le fer est mis à nu, le zinc étant beaucoup plus réducteur que le fer, c'est lui qui va s'oxyder, et donc il n'y aura pas de corrosion par piqûre, contrairement avec le chrome et l'oxyde de chrome formés en surface. C'est un principe qu'on peut comprendre en regardant les courbes intensité potentielle d'oxydation du zinc, du fer et de réduction du dioxygène, par exemple. Si on considère ici le couple Zn2 plus Zn, le zinc s'oxyde à partir d'un potentiel de Nernst qui est relativement bas. Et ici, soumis à l'oxydant qui serait O2 dissous dans l'eau, par exemple, eh bien, on va pouvoir constater que le point de fonctionnement de la pile de corrosion qui est ainsi formée nous donne, rappelez-vous, avec une intensité anodique égale en valeur absolue à une intensité cathodique, un potentiel de corrosion qui est tout simplement bien plus bas que le potentiel de Nernst du couple Fe2 plus Fe, et même plus bas que tous les potentiels cinétiques d'oxydation du fer dont la réaction est ici indiquée. Donc le fer, même s'il est en contact avec le zinc, sera zone cathodique, alors que le zinc, lui, clairement, est la zone anodique, siège de l'oxydation. Ce zinc s'oxyde à la vitesse de corrosion proportionnelle à l'intensité IA', indiquée ici sur le schéma. Donc on va généraliser ça et on va employer ce phénomène-là, même sans forcément recouvrir totalement le fer de zinc. Simplement, il suffira que le zinc soit en contact avec du fer pour que le zinc soit zone anodique et le fer zone cathodique. C'est ce qu'on appelle de la protection cathodique par anode sacrificielle, parce que le zinc va être l'anode qui va se sacrifier au profit du fer. C'est le zinc qui va s'oxyder en perdant 2 électrons qui vont migrer par contact tout simplement vers le fer, qui sera une zone dans laquelle les électrons vont pouvoir rencontrer l'oxydant qui vient de l'extérieur, par exemple, qui est O2 ou qui peut être aussi H2O. On constate que donc, le fer ne se corrode pas. Un exemple industriel d'application, c'est par exemple, voici un quai en acier. On a positionné sur le fer des électrodes sacrificielles de zinc et on a relié par un fil électrique ici le pilier inférieur au pilier supérieur qui est lui dans la terre, tout simplement pour protéger l'ensemble du fer des 2 piliers. On connaît des exemples de protection par anode sacrificielle pour les bateaux. Vous voyez ici un certain nombre de boudins de zinc qui sont disposés sous la coque du bateau avec un dimensionnement bien précis pour protéger l'ensemble de la coque, donc il faut en mettre plusieurs. On a le même principe pour la réhabilitation du béton. Par exemple, vous avez ici des anodes sacrificielles de zinc. Ces anodes vont être mises dans le béton en contact avec le fer à béton à l'extérieur de manière à protéger le fer à béton, béton armé, qui sera ainsi réhabilité puisqu'il avait été le siège d'infiltration et de fissuration, et donc le fer à béton qui était à l'intérieur n'était plus protégé. De remettre des anodes sacrificielles qui sont reliées entre elles par des fils électriques en contact avec l'intérieur du béton, et notamment les armatures en fer, va avoir pour conséquence de protéger le fer qui est à l'intérieur. Dernière façon de protéger de façon cathodique, on peut aussi imposer un courant entre la pièce à protéger. Ici, c'est notamment le cas des canalisations qui sont enterrées dans le sol qui est perméable à l'eau et donc qui va recevoir de l'eau de surface chargée de dioxygène. Eh bien, on peut relier cette canalisation via un générateur et de l'autre côté, un déversoir sacrificiel en zinc qui lui va se corroder. La question étant, tiens, comment faut-il brancher
ce générateur pour éviter la corrosion. Si on le branche à l'envers, on risque au contraire d'accélérer la corrosion, donc ça fait l'objet d'une question supplémentaire. Quel branchement est correct pour protéger la canalisation en fer? Est-ce qu'il faut mettre le pôle plus en contact avec le fer à protéger ou est-ce que c'est le pôle moins? Je vous laisse répondre sur le AD. Vous terminez et envoyez le test et puis vous pouvez visionner la partie 3 du cours 4 pour compléter aussi vos notes. Merci, à bientôt.